Bonsoir à toutes et à tous. Il y a un léger larcène au niveau du micro. Je ne sais pas si on peut arranger ça. Oui. Nous allons donc entamer cette séance du conseil municipal. Vous m'entendez bien? Je vais reculer un peu le micro. Voilà. Tout d'abord, nous allons procéder à l'appel. Merci Joséphine de bien vouloir donc appeler les conseillers les uns après les autres. Merci. Bonsoir à tous. Détailleur Jean-Christophe. Métangmo Blaise. Gilmé Sylvie. Chigri Karim. Deribreux Stéphanie. Débuquois Marc. Féderbe Caroline. Cap Alain. Éblé Marie-Paul. Agnéré Jean-Emmanuel. Debu Marie. Vivier Verport Lydie. Présente. Lombard Myriam. Présente. Delporte Anita. Després Roselyne. Présente. Nuitins Jean-Pierre. Allosserie Lorraine. Luste Catherine. Bertrand Éric. Démètre Sandrine. Dereau Gontran. Quesnay Jean-Michel a donné procuration à Jean-Pierre Nuitins. Martinage Nicolas. Penaud Damien. Caron Jean-François. Menard Thomas a donné procuration à Karim Chigri. Onrate Ludivine. Lamain Joséphine présente. Guéquière Christine. Derden Sylvie. Verduine Bernard. Bardot Catherine a donné procuration à Sylvie Derden. Héberlé Christophe. Il arrive, il est dans les bouchons. Ok. Le maire Christophe. Et donc il y aura une procuration ensuite à compter de votre départ à Monsieur Verduine. Et Rigaud Florence. Merci. Merci à vous. J'en profite pour souhaiter la re-bienvenue à Madame Guéquière. Vous étiez absente pendant quelques temps. On est très très heureux de vous retrouver et tous nos voeux sincères, vous le savez, de très bonne santé surtout. Ça, on est très heureux de vous retrouver. Nous allons maintenant désigner la secrétaire de séance. Habituellement, c'est Marie-Paul Eblé qui assure cette tâche. Est-ce qu'il y a des objections? Non. Voilà, à l'unanimité, Marie-Paul Eblé, je te remercie. Vous avez reçu de façon dématérialisée deux procès-verbaux des conseils municipaux des 14 décembre 2021 et 28 juin 2022. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Ceci fait l'unanimité, on est tous d'accord? Pas de voix contre, pas d'abstention. Unanimité, je vous remercie. Nous allons donc maintenant pouvoir entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal. Première délibération qui vous est présentée par moi-même. Il s'agit de désigner un contrôleur aux comptes pour l'association de l'EPI. Tout le monde connaît l'EPI. Il y a donc la candidature de Jean-François Caron qui vous est proposée pour le groupe de l'Union, la majorité. Y a-t-il une candidature pour le groupe de l'opposition? Oui, c'est vous-même, Monsieur Verduine, Bernard Verduine. Très bien. Afin de gagner du temps, je vous propose de voter à main levée. Est-ce qu'il y aurait une objection ou quelqu'un qui serait contre le fait que l'on vote à main levée? Non, je vous remercie. Ça permet de gagner effectivement du temps. Et on peut procéder ainsi puisque nous sommes tous d'accord sur ce principe. Donc, qui vote pour Jean-François Caron? Unanimité au sein du groupe de la majorité. Je vous remercie. Qui vote pour la candidature de Monsieur Verduine? Éric, je sais pas, tu... Ah oui, unanimité au sein du groupe de l'opposition, ce qui n'étonnera personne. Je vous remercie. Jean-François Caron est donc élu. Mes félicitations, Jean-François. Délibération numéro 2. Ça tombe bien, elle sera présentée par Jean-François Caron. Il s'agit de la décision modificative. Voilà, je te donne la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, ce qui vous est proposé, en effet, dans cette deuxième délibération, c'est ce qu'on appelle une délibération modificative au niveau budgétaire, puisque nous avons voté le budget primitif il y a quelques mois. Et puis, donc, on est amené à faire quelques ajustements. Donc, ça, c'est assez classique. Donc, vous avez le détail. Il y a un certain nombre de lignes
Ce qu'on peut retenir, notamment, c'est l'impact concernant les charges de personnel. Alors ceci pour principalement 2 raisons. C'est-à-dire que premièrement, l'État a décidé donc une augmentation du point, donc de l'ordre de 3,5%, avec effet au 1er juillet, si je me souviens bien, 2022. Donc ça, c'est une décision de l'État qui finalement ne nous appartient pas, mais je pense qu'on a tout à fait acquiescé à cette augmentation parce que, pour mémoire, ça faisait à peu près, je crois, 10 ans qu'il n'y avait pas eu de telle augmentation pour la fonction publique territoriale, donc je pense que c'est bien mérité. Mais en l'occurrence, c'est la commune qui, comment dirais-je, supporte cette charge. Donc c'est ce qui est prévu dans cette délibération modificative. Et puis on a un deuxième point, c'est concernant l'effectif de la police municipale, puisque c'était une volonté politique de notre part d'accroître rapidement donc les effectifs de la police municipale. Donc c'est ce qui est fait aujourd'hui. Donc voilà pour l'essentiel. Bon, après vous avez un certain nombre de montants. Moi, ce que je vous propose éventuellement, c'est, si vous avez des questions, parce que je ne pense pas détailler chacun des montants. Il y a des ajustements assez techniques sur le sujet. Donc on a des subventions complémentaires concernant la subvention famille liée à l'insertion par le sport. Quelques annulations de mandat, donc ça on le verra ensuite. Mais encore une fois, l'essentiel, si vous voulez, de cette délibération, ça porte sur la section de fonctionnement concernant les charges de personnel. Voilà. Merci, Monsieur Caron. Vous avez tout à fait raison. Il est utile de rappeler que durant près de 40 ans, nous avons vécu une période de très faible inflation. Et brutalement, nous avons connu une terrible augmentation des prix qui touche les matériaux de construction, qui touche aussi l'énergie. Voilà la première ligne, chapitre 11, l'énergie. Le gaz, l'électricité, vous savez pourquoi, vous connaissez tous l'actualité internationale aussi bien que moi, et bien évidemment la masse salariale, puisque face à cette hausse des prix, il y a une décision de l'État que je comprends, que j'approuve, même si ça pèse sur les finances de la ville, qui est là pour défendre le pouvoir d'achat des agents, puisqu'il s'agit bien de cela. On va donc voilà, laisser la parole à qui le souhaite. Pas de demande d'intervention? Si Madame Derdenne, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Moi, c'est juste une question au niveau du virement à la section d'investissement. Vous pouvez expliquer un petit peu, Monsieur Caron, ce que ça signifie? Merci beaucoup. En fin de compte, le virement de la section d'investissement, c'est l'excédent de la section de fonctionnement qui est viré sur la section d'investissement. C'est-à-dire que nous, nos investissements, pour pouvoir les réaliser, il faut qu'on utilise la section de fonctionnement. D'accord? Donc là, en l'occurrence, comme la section de fonctionnement, j'allais dire, diminue par rapport aux raisons que je vous évoquais, sur la masse salariale, donc on doit faire un effort sur la section d'investissement. Donc c'est ce qui explique cette baisse. Donc là, sur le sujet, on a notamment décidé, c'est vrai qu'on avait prévu en investissement, donc notamment concernant la construction ou l'aménagement de l'hôtel de police. Mais bon, je pense qu'il faut être raisonnable, c'est-à-dire que cette année, elle a été consacrée à Anne-Franck Jean Moulin, chaque chose en son temps. Donc je pense que c'est plus cohérent de plutôt prévoir, donc de reporter sur 2023 concernant la construction ou l'aménagement de l'hôtel de police. Ce qui, financièrement, nous permet finalement de pouvoir absorber, encore une fois, cette charge de personnel supplémentaire. Donc il y a un jeu, si vous voulez, finalement, de financement. Encore une fois, une collectivité doit financer ses investissements avec la section de fonctionnement. Donc à partir du moment où vous diminuez les capacités de financement de la section de fonctionnement, forcément, vous avez moins d'argent, si je puis dire, à virer sur la section d'investissement. Merci, Monsieur Caron. Oui, c'est l'autofinancement, bien sûr, l'autofinancement qui subit ces hausses, notamment énergétiques et de masse salariale. Ça, c'est mécanique. D'autres demandes d'intervention? Non. Nous allons donc passer au vote. Donc, il s'agit d'approuver donc cette décision modificative, tout simplement. Qui vote favorablement? La majorité vote favorablement.
Qui s'abstient? L'opposition s'abstient. Donc, pas de vote contre. Tout le monde s'est exprimé. Je vous remercie. Délibération suivante. C'est la délibération 3. Il s'agit des admissions en non-valeur. C'est un grand classique, hein, un marronnier, comme dirait un maire bien connu. C'est Jean-François Caron qui va vous la présenter. Merci Jean-François. Alors, merci Monsieur le maire. Donc là, oui, comme vous dites, effectivement, c'est un classique. Donc là, ce qui est proposé, c'est une admission non-valeur donc à hauteur de 8 231 €. Donc généralement, ça concerne des frais de cantine qui n'ont pas été recouvrés par la commune. Et finalement, ces admissions non-valeur, elles nous sont demandées notamment par le Trésor public. Et puis un autre point, c'est sur les fourrières. Donc ça, c'est vrai que les fourrières, c'est un peu particulier, puisque à partir du moment où vous avez une voiture qui est enlevée, une voiture abandonnée donc sur Halluin qui est enlevée par la fourrière, à défaut de retrouver le propriétaire, c'est la commune qui paye. Donc c'est vrai que souvent, on constate ces admissions non-valeur sur la fourrière, donc on est un petit peu démunis. Alors c'est un petit peu, si je puis dire, un peu au bonheur la chance, hein. Si vous avez une voiture qui est abandonnée à Ronc, eh ben c'est Ronc qui paye. Si c'est à quelques mètres et c'est à Halluin, ben c'est Halluin qui paye. Donc ça, c'est assez classique. Donc c'est l'essentiel, hein, l'essentiel de ces admissions non-valeur, parce que sur les frais de cantine, les frais de restauration, vu la totalité, si vous voulez, de ce qu'on prélève, hein, ce qui est normal, les admissions non-valeur sur le sujet sont quand même très très faibles. Hein, donc aujourd'hui, on n'a pas de problème à Halluin pour recouvrer donc les sommes qui sont liées à la restauration scolaire. Voilà. Merci, Monsieur Caron. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, c'est quelque chose d'assez classique. Qui vote donc cette délibération? Unanimité, ce qui ne m'étonne guère. Délibération suivante, c'est la 4e. Il s'agit donc d'une délibération touchant à 2 subventions allouées à l'Union halluinoise de football et à l'athlétisme Halluin Val de Lys, c'est-à-dire à HVL. Cette délibération vous est présentée bien sûr par Jean-Emmanuel Aniré, que je remercie. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, il s'agit de 2 subventions exceptionnelles donc pour l'Union halluinoise de football à hauteur de 1 200 € et pour l'athlétisme Halluin Val de Lys à hauteur de 1 700 €. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir attribuer cette subvention exceptionnelle dans le cadre tout simplement d'achat de matériel pour les 2 associations. Je vous remercie, Monsieur Aniré. Y a-t-il des questions? Qui vote favorablement à ces 2 subventions? Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, délibération 5. Il s'agit là encore d'allouer une subvention à une très belle association, d'ailleurs Chal Adichal. J'ai eu le plaisir de participer à leur assemblée générale ce dimanche. Et vraiment, c'est un petit bout de patrimoine, notamment par leur billet de leurs instruments de musique que tu connais bien, Lydie. Ils organisent de nombreux bals, moderbals, également des stages de danse. Et donc, cette délibération est présentée par Karim. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tout le monde. Effectivement, il s'agit d'une demande de subvention pour permettre à Chal Adichal d'éviter de perdre de l'argent lors de sa participation au Fête du patrimoine. En effet, cet assaut a contribué au succès de cet événement et il nous a paru normal de participer aux frais de dépenses qui leur étaient imputés pour ce jour-là. Donc il est demandé au conseil, s'il le souhaite, de bien vouloir accepter une subvention de 150 € à l'association Chal Adichal. Voilà, l'attribution de 150 € et d'imputer cette somme, bien évidemment, au budget de la ville. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Qui vote favorablement? Unanimité. Je vous remercie. Sauf Madame Lust, qui ne prend pas part au vote puisque tu es membre du bureau. Donc, moins 1 vote. Délibération 6. Elle vous est également présentée par Karim Chigri. Il s'agit là encore de verser une subvention exceptionnelle à l'association donc Attelage des Franches Montagnes.
Merci, monsieur le maire. Sur la même lignée que pour la subvention précédente, il s'agit de venir aider une association qui participe régulièrement à des événements pour la ville. Et là, en l'occurrence, il s'agit de l'association des attelages de Franche-Montagne qui nous permet de faire des déplacements en calèche pour les personnes âgées ou pour certains événements lorsqu'on leur demande, notamment à Luin-Plage ou sur quelques événements comme les féeries de Noël. Merci Karim. Subvention de 300 €. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Nous allons donc passer au vote. Qui vote favorablement à ces délibérations? Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante, c'est la 7e. Une très très belle délibération, de belles valeurs derrière tout cela. Association Mère pour la Paix. Cette délibération vous est présentée par Marc Desbucois. Merci, monsieur le maire. Alors, l'association Mère pour la Paix a été associée dernièrement à 2 événements culturels organisés par notre ville. En 2021, conférence sur les événements de Srebrenica en Bosnie. Il s'agissait de rappeler le génocide de 1995, drame européen à nos portes, et nous avons eu des témoignages bouleversants sur cet épisode tragique. Et tout dernièrement, conférence sur la condition des femmes afghanes. Pour rappel, l'association Mère pour la Paix a été créée en 1994 par Madame Nanou Rousseau, originaire de notre région. L'objectif principal de l'association est d'apporter une aide matérielle et morale aux femmes et aux enfants victimes de conflits. Les actions se sont orientées vers des programmes solidaires de développement en direction des femmes en priorité. L'association est une force militante très investie dans une dizaine de programmes dans les pays en grande souffrance, mais elle apporte aussi une information au grand public et sensibilise les jeunes pour un monde plus pacifique. La ville d'Halluin souhaite transmettre ses valeurs et adhérer à l'association pour lui apporter son soutien et l'aider dans ses futures actions. Nous vous invitons donc à approuver l'adhésion de notre commune à l'association Mère pour la Paix pour la modique somme de 25 € par an. Je vous remercie. Merci Marc. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur le maire, je vous en prie. Merci monsieur le maire. En fait, cette délibération, elle m'a rappelé une anecdote que j'avais mis de côté dans ma tête. En fait, il y a quelques semaines, j'ai été contacté par un photographe qui prétendait avoir assuré une exposition et que sa note de frais était restée en souffrance. Il m'a dit aussi que ses œuvres auraient été dégradées et qu'il serait question de reproduction de son travail par la mairie avec des recadrages douteux pour lesquels il n'aurait pas donné son accord. Il m'a fourni un enregistrement téléphonique avec, m'a-t-il dit, monsieur Desbucois, très mal à l'aise, qui reconnaît qu'une rémunération lui avait été promise. On entend donc l'interlocuteur, très énervé et extrêmement invectif. Celui qui a que cette version des faits pourrait avoir le sentiment que cette adhésion est pour s'accorder les faveurs de l'association et retirer le soutien qu'elle portait au photographe. Donc si vous pouviez nous donner votre version, histoire de nous ôter de ce doute. J'ai la conversation si... Oui. Alors normalement, je devrais répondre non, puisque vous êtes tout à fait hors sujet. C'est une délibération qui concerne le vote donc d'une adhésion à Mère pour la Paix pour 25 €. Vous êtes complètement hors sujet. Je réponds quand même très brièvement, puisque vous faites allusion, je ne vais pas dire le nom de cette personne, en tout cas les initiales au photographe DP. La ville a tenu tous ses engagements. Elle est même allée au-delà de ses engagements, puisqu'il y a certaines toiles, certains encadrements qui étaient abîmés, semble-t-il, avant même d'avoir été livrés à Halluin, mais néanmoins on les a pris en charge, ces réparations, alors qu'on n'était pas tenu de le faire. Donc les informations qu'on vous a données, vous n'en êtes pas responsable, sont sincèrement complètement inexactes. Et d'ailleurs, vous compreniez bien que les sommes qui sont demandées, de mémoire, ça doit être 250 ou 300 €. 300 € à l'échelle d'une ville, ça compte 300 €, mais à l'échelle d'un budget municipal, ce n'est pas une somme astronomique. On ne va pas s'amuser
à créer un litige pour 300 €. Et vous savez que ces sommes, de toute façon, ces subventions, sont votées en conseil municipal. Et cette personne, DP, semble inventer des choses. Elle nous a également envoyé un nouveau courrier en nous demandant maintenant un forfait kilométrique. Voilà, pour des déplacements supplémentaires qu'elle aurait fait en se rendant à Halluin. C'est pas comme ça que ça se passe. Le budget est voté par nous tous, ici, présentement. Tu veux peut-être ajouter quelque chose ou non, Marc ? Oui, en même temps, je n'ai pas tellement envie de polémiquer sur ce sujet parce que c'est une affaire qui ne vaut pas le coup, quoi. Je rappellerai tout de même qu'en amont, rien n'a été signé avec ce photographe. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Il y a eu juste une conversation téléphonique, effectivement, mais qui n'a aucune valeur. Je rappellerai que 48 heures avant la conférence, à l'heure qu'il était convenu qu'il soit un intervenant, il n'est pas venu. Il m'a téléphoné 48 heures avant la conférence pour me dire « je ne viens pas ». Et quand on donne une raison, on est à demi pardonné. Il ne m'a donné aucune raison, il n'est pas venu. Donc, monsieur le maire l'a rappelé, on a dépensé 300 € pour réparer un tableau alors qu'il n'y avait pas eu un état des lieux. Donc, je sais bien que ce monsieur s'énerve, surtout sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Mais je pourrais en rajouter des arguments, mais je n'ai même pas tellement envie. Je vous remercie. Merci Marc. Alors votre question est très pertinente. Hein. Ce n'est pas vous qui êtes en cause, mais je pense que vous l'avez compris. La gestion d'une ville, c'est quelque chose de sérieux. Il y a des conventions, il y a des contrats. On honore nos contrats et pas des demandes fantaisistes qui arrivent après coup, tout simplement. Voilà, oui. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention concernant... Tu souhaites intervenir, hein ? Je t'en prie, Sylvie. Alors moi, je vais revenir aux valeurs un peu plus humanistes. Et je vais revenir à cette délibération qui met à l'honneur l'ONG Mère pour la paix, pour toutes les actions qu'elle mène à travers le monde. Elle aide les femmes et les enfants qui sont dans des pays en guerre. Elle les aide à prendre une part légitime dans la reconstruction culturelle, sociale et parfois même économique de leur pays. Depuis quelques mois et depuis la prise de pouvoir des talibans, la situation des femmes et des filles afghanes s'est détériorée. Cette année a été marquée par un manque total de respect pour leur droit à vivre une vie de liberté et d'égalité. C'est le seul pays au monde où il est interdit aux filles de poursuivre des études secondaires. Aujourd'hui, les filles ne peuvent plus aller au collège. Elles ne peuvent plus aller au lycée ni à l'université. Les femmes sont réduites à travailler chez elles, car elles ne peuvent plus sortir seules. Des décennies de progrès en matière des droits des femmes ont été balayées en seulement quelques mois. Les femmes afghanes continuent leur combat, et elles ont été inspirées par les manifestations en Iran. Je rappelle cette jeune femme de 22 ans qui a été tuée parce qu'une mèche de cheveux dépassait de son voile. Alors oui, les femmes afghanes continuent leur combat pour obtenir le droit de travailler et de participer à la vie publique et politique de leur pays. Nous devons, nous, continuer à faire entendre les voix des femmes partout dans le monde. Les femmes qui se battent tous les jours pour leur droit de vivre, pour la liberté et pour l'égalité. Leur combat, c'est aussi notre combat. Je vous remercie. Très belle parole. Merci Sylvie. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention ? Non. Donc voilà, il s'agit d'approuver l'adhésion de la commune à l'association Mère pour la paix. Ça coûte 25 €. Et d'imputer cette subvention au budget de la ville sur l'article 62-81. Qui vote favorablement à cette délibération ? Unanimité, je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit d'une association halluinoise, là encore une très belle association dans le domaine social, une convention de mise à disposition de personnel municipal au bénéfice de l'entraide alimentaire. Cette délibération vous est présentée par Karine Chigri, que je remercie. Merci, monsieur le maire. Caroline, tu voulais peut-être la présenter. On m'a noté Karim, mais ça touche à l'action sociale, donc ça peut être Caroline. Ça touche aux associations, ça peut être Karim. Tu préfères la présenter ? Vas-y, très bien, parfait.
L'entraide alimentaire, ça va bien. C'est même de famille, qui plus est. Vas-y. Après, tu as quasiment tout dit, donc je n'ai plus grand-chose à dire. Mais c'est une délibération. Non. C'est une délibération qu'on vous présente tous les ans pour mettre à disposition une personne du personnel municipal qui va une fois par mois jusqu'à Sante chercher les denrées pour l'entraide alimentaire. Donc il y a la personne et il y a aussi le véhicule. Et on aide également cette personne pendant la collecte de l'entraide alimentaire. Donc, qui aura lieu cette année les 25 et 26 novembre dans vos magasins alvinois. Et si jamais il y a des bénévoles, n'hésitez pas. Donc, il est demandé au conseil municipal d'accepter la mise à disposition d'un agent de la collectivité et d'un véhicule pour assurer des missions de transport et de manutention, et d'autoriser monsieur le maire à signer cette convention. Voilà, tout est dit et parfaitement dit. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, ça ne m'étonne guère. Encore qu'il pourrait y en avoir. Qui vote favorablement? Unanimité, bien entendu. Merci à vous pour cette superbe association. Délibération suivante. Il s'agit de la délibération numéro 9. Versement donc de la subvention famille aux associations sportives. C'est un marronnier, mais un marronnier important. Il vous est présenté par Jean-Emmanuel Agniré. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, comme chaque année, le dispositif subvention... Oui. Le document a été mis sur... Oui, le document a été mis sur table, excusez-moi, avec les détails de chaque... des détails de chaque versement prévu pour les associations. Effectivement, donc le dispositif subvention famille effectivement est voté chaque année. C'est un dispositif qui fonctionne bien. Ce qui nous rassure, il fonctionne de mieux en mieux, surtout en sortie de Covid, puisqu'on note une augmentation significative d'à peu près 27%, enfin 26-27%, exactement, je ne saurais plus dire exactement le chiffre, mais on est entre 26 et 27% d'augmentation. Donc, pas uniquement dû effectivement à l'augmentation des licences, des licenciés, j'ai envie de dire, dans les associations, parce qu'on ne peut pas noter que ça. Il y aura également aussi une part d'augmentation du prix des cotisations dans les associations due au fait aussi, comme tout le monde, de la hausse de l'inflation. Mais voilà, on note une véritable hausse du nombre de licenciés, notamment dans certains clubs de la ville d'Alvins, ce qui montre quand même une appétence pour le sport, pour nos familles alvénoises, en tout cas pour les plus jeunes. Donc voilà, il est demandé donc de voter la politique sportive de la subvention famille à hauteur de 22 408,50 €, donc avec les détails qui sont donnés. Donc si vous voulez, je peux vous les lire, mais sinon je peux aussi vous en abstenir. Non, c'est bon, ça ira. Bon, très bien. Voilà. Merci, monsieur Agniré. Y a-t-il des demandes d'intervention ou questions? Non. Qui vote favorablement à cette délibération? Unanimité. Voilà. Comme chaque année. Je crois d'ailleurs que c'est une délibération qui est toujours votée à l'unanimité. Délibération suivante, elle vous sera présentée aussi par Jean-Emmanuel Agniré. Là, il s'agit donc de l'insertion par le sport, sur le même principe. Merci, monsieur le maire. Donc, effectivement, deuxième dispositif qui est mis en place donc, depuis de nombreuses années sur la ville d'Alvins, qui est le dispositif d'insertion par le sport, donc qui consiste à permettre à des enfants dont les familles n'auraient pas les possibilités financières de pouvoir inscrire leurs enfants sur une association sportive alvinoise. Donc on a un ensemble d'associations qui participent à ce dispositif et on note une somme de 4 560 € sur ce dispositif pour la saison sportive 2022-2023. Donc ça s'est arrêté à peu près au 15 octobre. Donc toutes les licences qui ont été prises ou les adhésions qui ont été prises jusqu'au 15 octobre. Donc on a même repoussé un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez les délibérations sur table, puisqu'on a laissé un délai supplémentaire à toutes les associations afin de faire bénéficier à tous les enfants qui seraient inscrits tardivement. Merci Jean-Emmanuel. Y a-t-il des questions? Non. Qui vote favorablement à cette délibération? Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit de la délibération 11. Je vais vous la présenter. En fait, c'est une convention relative à la restauration scolaire pour le collège d'enseignement secondaire privé du Sacré-Cœur.
Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, les lois, décrets et délibérations qui vous sont mentionnés, considérant que le collège privé du Sacré-Cœur et l'école privée Sainte-Marie-Sacré-Cœur partagent le même espace de restauration appartenant à l'AFTE, rue Jean Jaurès, et qu'ils cohabitent ainsi sur le temps méridien, considérant que la ville d'Halluin encadre et assure le service de restauration pour l'école élémentaire du Sacré-Cœur, à l'instar de ce qui se fait pour les autres écoles privées, considérant que pour la cohérence du service, le même prestataire, le même personnel soit missionné sur le site pour assurer le service de restauration pour les élèves de l'école du Sacré-Cœur d'une part et pour les collégiens d'autre part, considérant également que la ville d'Halluin souhaite revoir la convention en modifiant les articles 2 et 6 relatifs aux modalités de facturation et de durée de la dite convention, la ville d'Halluin prendra en charge l'organisation et le service de la restauration pour les collégiens selon les modalités suivantes pendant l'année scolaire 2022-2023. Renouvelable, ceci par tacite reconduction, pour les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025. Alors, mise à disposition d'adjoints techniques pour assurer le service de restauration et l'entretien des locaux dédiés, prise en charge du personnel de surveillance de restauration, assurer les relations avec le prestataire chargé de la confection des repas et bien sûr, en contrepartie, ce service sera valorisé et fera l'objet d'une refacturation dont les modalités sont définies dans la convention qui est annexée et que vous avez pu donc consulter et lire. Il est ainsi demandé au conseil municipal de bien vouloir abroger la délibération numéro 1219 de septembre 2022, d'approuver la convention cadre, de m'autoriser à signer la convention cadre de partenariat avec l'OGEC et le Collège du Sacré-Cœur et tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Qui vote favorablement? Unanimité. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit de la délibération numéro 12. Elle touche à l'éclairage public. C'est avant de donner la parole à Jean-Pierre Nuitin, ce que je remercie. C'est un sujet qui est abordé dans de très nombreuses communes, et non notamment les communes de notre territoire. Les maires de notre territoire se sont rencontrés, travaillent ensemble là-dessus. Ce qui vous est proposé ce soir, c'est simplement un principe. Et si vous votez cette délibération qui vous sera explicitée par Jean-Pierre, ce sera mis en place assez rapidement. Et il y aura une période de test. C'est-à-dire, à l'issue d'un mois, on verra ce que cela donnera. Si la période est positive, ce sera prolongé. Si tel n'est pas le cas, effectivement, on pourra aviser. Je n'ai pas tout dit, je t'ai laissé l'essentiel quand même de quoi il s'agit. Hein. Ouais. Bon, tu as presque tout dit. Merci, monsieur le maire. Donc, en fait, cette délibération est uniquement de donner l'autorisation à monsieur le maire de couper partiellement l'éclairage sur la ville d'Halluin. Seul, lui, est attribué à demander la coupure de l'éclairage public. Partiellement, oui, parce que les rues principales vont rester allumées. En complément de ces actions, donc l'éclairage public, on modifie l'éclairage public toujours en cours depuis 2018, donc on passe à l'éclairage LED, ce qui apporte déjà des économies d'énergie. Outre la réduction de la facture d'électricité, ça contribue aussi à la protection de l'environnement, à la protection de la biodiversité et aux nuisances lumineuses. Donc, nos armoires électriques sont équipées d'horloges astronomiques, ce qui permet de régler comme on veut l'extinction. Il n'y a pas de souci technique, sauf des petites rues parallèles aux grandes rues qui sont encore connectées avec les grandes rues. Et cette modification électrique pourrait être apportée avec un coût quand même de 25 000 € si on continue dans cette action. Donc ça doit quand même être précisé, je pense.
Donc, il est proposé de mettre en place une extinction partielle de 22 heures à 5 heures. C'est sur une période de test qui va nous permettre, au bout d'un mois, de mesurer l'économie faite. Aujourd'hui, Citeos nous annonce une économie sur le mois de décembre de 12 415 € sur le mois de décembre. Voilà, c'est une estimation Citeos. On devrait s'en approcher. Voilà. Donc, il est demandé à Monsieur le maire d'autoriser l'extinction partielle de l'éclairage public. Voilà. Merci, Monsieur le maire. Merci pour ces nécessaires précisions techniques. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je voyais deux mains en même temps. D'abord, Monsieur Verduin, je vous en prie. Merci, Monsieur le maire. Concernant Jean-Pierre, tu dis qu'il y aura quelques rues. Ce sont quelques rues qui vont être... parce qu'il y en a qui sont branchés, des quartiers complets qui sont branchés sur des... Alors, les rues principales, comme la rue de Lille, la rue de la Lys, la rue Martenollet, vont rester allumées. Il y a quelques petites artères qui sont connectées sur ces rues-là et qui devront par la suite être déconnectées si on continue à rester dans cet objectif-là. Voilà. Et donc, c'est cette modification électrique qui coûterait 25 000 € à la ville prochainement, je veux dire. Non, parce que nous sommes soucieux des économies, évidemment, mais on est aussi soucieux de la sécurité des habitants. S'il y a des points noirs, s'il y a des quartiers entiers qui sont éteints la nuit, ça risque d'attirer... Et c'est pour ça qu'on va s'abstenir pour cette délibération-là, en attendant la prochaine réunion, qui devrait pas tarder, je pense. Le but ce soir, ce n'est pas de voter de façon, je dirais, permanente et durable dans le temps l'extinction. On est bien d'accord, on est sur un test. Pour vous parler un petit peu de la genèse de tout ceci, une ville n'est pas l'autre. Je vous parlais d'une rencontre qu'on en a eue avec mes homologues. Vous avez des villes qui sont plutôt en avance sur le changement LED. On en fait partie. Il y en a d'autres, donc ça c'est un point très favorable. Il y en a d'autres qui ont, je dirais, parfois un plan de renouvellement autre. Ce qu'il faut noter pour Alua, c'est que notre réseau électrique touchant à l'éclairage public est ce qu'il est. Il est ancien. Et j'aurais aimé qu'on puisse, par exemple, couper une lampe sur 2. C'est impossible. On ne sait pas le faire. Il n'y a pas un système par interrupteur. Voilà. Une lampe sur 2 ou une lampe sur 3. Voilà, on peut... Alors, il y a 21 000 ampoules. Non, je vous dis des bêtises. 2200 ampoules, autant pour moi. Je me trompe d'un facteur 10. 2200 ampoules. Mais c'est vrai que ça aurait été le plus simple. On aurait continué à voir clair, mais ça n'est pas possible. Donc, on va garder les axes structurants, notamment la rue de Lille, la rue de la Lys, etc. Mais lorsqu'on maintient un axe structurant, le réseau électrique fait qu'il y a parfois quelques voies perpendiculaires qui sont branchées sur, de la même manière. Et donc, on ne peut pas déconnecter. Donc, on va faire au mieux. C'est un test. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de villes qui se sont lancées là-dedans. Certaines avec des retours très, très positifs. D'autres avec des retours plus mitigés. C'est le cas de Waterloo. Bon. Si on peut gagner près de 10 à 12 000 € par mois, c'est-à-dire en annualisant, alors bien sûr en été, il fait clair plus longtemps, les économies seront moindres, mais c'est de l'ordre de 100 à 120 000 € d'économies par an. Je crois que ça vaut le coup de faire ce test. Après, on verra, une fois encore. Si c'est probant, on pourra donc rendre ceci, non pas définitif, mais en tout cas l'instaurer sur la durée. Si tel n'est pas le cas, eh bien on avisera tout simplement. Oui, Marie, je t'en prie.
Merci, monsieur le maire. Alors, je vais quand même insister lourdement, comme je l'ai fait en commission, sur le côté préservation de la biodiversité. Moi, je suis bien contente qu'on ne puisse pas couper une lampe sur deux, parce que c'est une vraie chance pour toute la biodiversité. Il faut savoir quand même que l'éclairage public, ça altère énormément le rythme des espèces, nous y compris. Et donc, moi, je suis ravie en tout cas que ce ne soit pas possible et qu'on puisse faire ce test-là pour les économies, mais finalement, pour moi, c'est secondaire, et surtout pour la planète, en fait. C'est vrai, parce que la lumière le soir, ça perturbe le cycle circadien aussi bien des animaux que des hommes. Tu as entièrement raison. C'est vrai. Merci de cette intervention. Ouais. Ah, j'ai vu monsieur le maire. Blaise, qui d'autre? Monsieur le maire, je vous en prie. Merci de me laisser votre place, monsieur Metamango. En fait, moi, ce que je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Bernard, c'est que si on coupe l'éclairage, on se prive en même temps de la vidéosurveillance. Et je pensais aux femmes qui rentrent tard le soir du travail, toutes seules, ou qui partent tôt. Je pensais aussi aux vols sur les véhicules qui commencent qui sont réguliers. Et là, il y a une nouvelle mode, c'est les vols de catalyseurs. Et la crainte qu'on avait, c'est que les quartiers qui ne seront plus éclairés, la délinquance aille se concentrer dedans. Alors, votre question est complètement pertinente, et c'était même plus qu'une question, c'était dans le cahier des charges. Je ne voulais pas que la vidéoprotection soit hors service, puisqu'elle est en grande partie branchée sur cet éclairage public. Donc, il y a un investissement qui est prévu, justement, pour rendre ces caméras autonomes. Ça, c'était une obligation absolue. Vous avez raison, la tranquillité publique, c'est quelque chose de primordial. Il y a des progrès qui ont été faits. On se souvient tous d'une époque où il y avait une voiture brûlée quasiment toutes les semaines sur Alluin. Bon, maintenant, on touche du singe. Une de trop, c'est toujours une de trop, mais il y en a nettement moins. Le risque, il est là. Quand il fait noir, est-ce qu'il ne va pas se passer des choses regrettables dans les quartiers ? Statistiquement, vous savez, c'est pas une preuve. Lorsqu'il fait noir, il n'y a pas plus de problèmes, c'est contre-intuitif, hein, mais il n'y a pas plus de problèmes que lorsque c'est éclairé. Maintenant, si on devait s'apercevoir que dans les quartiers non éclairés, il y avait des effets pervers, c'est pour ça qu'on fait un test. Dans ce cas-là, bien évidemment, ce ne serait pas maintenu. Je vous en prie. Et est-ce qu'on ne pourrait pas explorer une piste comme par exemple mettre des détecteurs de mouvement dans les rues, éclairer quand il y a quelqu'un qui passe C'est une idée comme ça. Si, mais ça coûte une fortune. C'est le problème, quoi. Quand c'est pas prévu au départ, quand il faut le rajouter, de l'électronique, il faut que ce soit étanche. Il pleut parfois fort dans le nord, ça coûte une véritable fortune. Et là, il est urgent de faire des économies parce que l'augmentation de l'électricité et du gaz, je pense que c'est important de le rappeler. On le dit, on le répète, mais on ne le répétera jamais assez. Pour nous, particuliers, quand nous recevons notre facture d'électricité, bon, ça monte un petit peu, c'est désagréable. Voilà. Nous, c'est bientôt du plus de 100%. C'est-à-dire fois 3, plus de 100%, c'est quasiment, hein, pas tout à fait de 100%. Plus de 100%, c'est quasiment multiplié par 3. Donc il y a une urgence absolue à faire de l'économie, notamment sur ces factures d'électricité. Mais oui, l'étanchéité, c'est un vrai souci et ça coûte très cher. Blaise ? Merci, monsieur le maire. Je voulais simplement compléter, puisque ce sujet à la fois qui vise les économies et aussi, on a vu avec l'intervention de Marie, la protection de l'environnement, c'est pas la seule action qui est en cours. Donc c'est une action qui est là, qui est une action test, mais il y a beaucoup d'autres actions qui sont en étude pour travailler sur la sobriété énergétique. On en parle beaucoup en ce moment, et dont l'idée c'est d'avoir un projet global, planifié et budgété. Donc en fait, on fait ces essais actuellement. D'ailleurs, dans les bâtiments municipaux, on a baissé la température parce qu'on vise quand même des économies. Vous avez vu tout à l'heure le budget qui est revu significativement à la hausse. Donc le but, c'est de faire vraiment un vrai travail, un vrai plan de sobriété énergétique qui peut-être même est pluriannuel. Donc l'idée, c'est de faire ce travail avec les services et de pouvoir revenir vers vous le présenter. Merci.
Je crois que c'est un sujet qui passionne, Nicolas. Très bien, merci à toi, je t'en prie. Merci, monsieur le maire. Juste pour ajouter très rapidement qu'au-delà de ce qu'a dit Marie, avec lequel j'abonde totalement pour la biodiversité, je pense qu'il y a aussi une question de sécurité routière. C'est-à-dire qu'on peut s'inquiéter de la sécurité des habitants, mais bon, c'est quand même une plage horaire où il y a beaucoup moins de personnes dans la rue, d'une part. D'autre part, il y a quand même toujours de la circulation, et je pense que ça roule vite en général la nuit sur Aluin. Et je pense qu'en termes de sécurité, quand il fait complètement noir, on roule beaucoup moins vite. Donc je pense qu'aussi, en termes de sécurité routière, notamment la nuit, ça va permettre de faire ralentir les personnes. Voilà, c'est tout. Merci Nicolas, c'est vrai. C'est à prendre également en considération. Oui. D'autres demandes d'intervention? Monsieur Eberlé, merci à vous. Bonsoir, merci monsieur le maire. Juste une petite question au passage. Est-ce que si ce test s'avère concluant, est-ce que vous avez prévu d'étendre ce dispositif aux rues principales plus tard où il n'en est pas question? Merci. Pour le moment, ce sera à débattre, non. La rue de Lille, la rue Martenelay, il y a quand même des voies, je dirais, il y a certaines voies sensibles aussi. Donc je crois que toute la ville d'Aluin dans un noir absolu à 100%, on ne s'oriente pas là-dessus vraiment pour le moment. Le but, c'est de faire des économies, mais pas qu'il y ait un noir absolu sur toute la ville. Ce sera à débattre. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non. Ce sera à débattre et à décider ensemble. Jean-Pierre ? Une petite précision. L'objectif est de passer toute la ville à d'éclairage LED. Et comme la rue, par exemple, d'Oer et Kenwich et l'avenue du Stade sont en LED, il faut savoir qu'à partir de minuit, ces lampes sont réglées à 20% de consommation. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une économie d'énergie quand on passe à l'éclairage LED. Et l'objectif, c'est de passer toute la ville en éclairage LED pour le futur. C'est bien de le rappeler parce que le gros de l'économie sera là-dessus. Oui. Et ça permet d'ailleurs aussi de diminuer l'intensité lumineuse. On a évoqué. Avec les questions de longueur d'onde, on évoquait la lumière du bleu, pour avoir une lumière qui soit moins préjudiciable. Monsieur le maire, Merci. Juste une précision. Vous avez dit que vous aviez équipé les caméras de façon à ce qu'elles soient autonomes et qu'il y a eu de l'investissement là-dessus. Elles vont filmer dans le noir ? Non. Le but, c'est que nos caméras soient alimentées en électricité. C'est ça, les rendre autonomes. Bien évidemment, là où on est dans le noir, la caméra ne verra pas grand-chose. C'est pour ça qu'on fait un test d'ailleurs. Oui, elles ne sont pas infrarouges. Donc c'est vraiment... Voilà, l'investissement, le but, c'est de maintenir l'alimentation des caméras. Et concernant donc la visioprotection, il faut savoir que ce sont notamment les entrées de ville qui sont protégées. Les entrées de ville sont éclairées et elles permettent la résolution de beaucoup d'enquêtes. Lorsqu'il y a des faits très regrettables qui sont commis, ça permet de savoir quel véhicule est rentré à quelle heure et quel véhicule est sorti d'Aluin à quelle heure. Donc c'est surtout les entrées et sorties de ville qui sont protégées. Je me permets juste de compléter par quelques petites études parce que je pense que rien ne vaut des statistiques et des faits. Le manque de luminosité limite les rassemblements de personnes troublant l'ordre public, la tranquillité ou susceptibles de commettre des dégradations de biens publics. Sans lumière, c'est moins facile et moins agréable de rester longtemps dans le noir, même avec la torche de son téléphone. L'impression de la sécurité, d'après les enquêtes effectuées par les gendarmes, il n'y a pas plus de cambriolage lorsque la lumière est éteinte la nuit, car ceci se déroule en général pendant la journée. Il y aurait même au contraire une légère baisse des incivilités à ces moments-là. La gêne pour les secours, les pompiers ont tout le matériel nécessaire pour intervenir, que ce soit avec des éclairages puissants pour agir en toute sécurité. La sécurité routière, la nuit, le champ de vision est réduit, donc on diminue la vitesse, la voiture décélère car le conducteur est plus attentif à la trajectoire et aux limites de la chaussée. Pour
alimenter un peu plus notre réflexion, parce que je pense que c'est une réflexion commune, on est tous responsables face à cette décision. On a aujourd'hui aussi un outil qui est la police municipale. Je pense que, même si on ne peut pas le dire directement, je pense que monsieur le maire sera attentif, ainsi que tout le conseil municipal, à ce que les îlotages soient plus présents sur les quartiers dont les lumières seraient baissées, voire éteintes. Merci. Merci, un débat riche avec de très nombreuses interventions. Merci à toutes et à tous. Y a-t-il d'autres questions peut-être? Non, nous allons passer au vote. Donc j'insiste bien, ceci se fait dans la concertation avec nos villes voisines. Le but, c'est véritablement de travailler ensemble pour le bien commun. Maintenant, le principe, vous le connaissez, vous en avez débattu. Donc, qui vote favorablement à cette délibération? La majorité à l'unanimité, je vous remercie. Si j'ai bien compris, l'opposition souhaite s'abstenir. Qui s'abstient? Voilà. D'accord, je comprends, mais c'est votre droit le plus strict. Et déjà, ne pas s'abstenir, c'est pas voter contre. Le message est fort. Il est constructif. Je vous en remercie. Délibération suivante. Elle vous est présentée par Sylvie Gilmet sur le plan de mobilité. Non? Ou je la présente? Nicolas? D'accord. Ça touche aussi à l'environnement. C'est vrai qu'on est sur différents sujets, notamment la mobilité douce, piétons et vélo. Merci Nicolas. Merci Monsieur le maire. Bon, effectivement, l'étude de ce dossier a plus été menée par Madame Sylvie Gilmet, donc je dirais que si vous avez des questions, il faudra plutôt se tourner vers Sylvie qui pourra étayer ses propos. Moi, je vous présente la délibération aujourd'hui, effectivement, sur le plan mobilité qui est à l'étude avec la MEL. Donc, vu les articles, les nombreux articles du Code des transports, vu la délibération 22C-0175 adoptée lors du Conseil métropolitain du 22 juin 2022, arrêtant le projet de plan de mobilité métropolitain, considérant les pièces qui constituent le projet de plan de mobilité transmis par courrier. En fait, il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le plan de mobilité arrêté par le conseil métropolitain, tout en émettant des réserves suivantes. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un plan global sur l'ensemble de la métropole qui a été étudié, qui est encore à l'étude. Cet avis, d'ailleurs, sera porté à la connaissance du public dans le cadre de l'enquête publique. Mais nous émettons des réserves tout en étant d'accord, et ces réserves sont celles-ci. L'offre de transport est nettement insuffisante. Il y a lieu de l'améliorer. Il demeure encore énormément de perturbations dans le réseau Illévia, des retards non communiqués, annulation de dernière minute, qui rendent très difficile les déplacements de certains étudiants ou de gens qui travaillent, qui arrivent en retard à leur travail sans pouvoir avoir d'autres excuses, et ça les met vraiment en péril. Les salariés se plaignent énormément de ces perturbations qui les mettent en difficulté vis-à-vis de leur employeur et qui les obligent à reprendre leur voiture. C'est ça le pire, c'est quand on demande aux personnes finalement dans les mobilités douces d'utiliser les transports en commun, elles peuvent faire cet effort, aussi par économie des fois, et finalement on en arrive à devoir reprendre la voiture parce que ça fonctionne mal. Donc voilà, l'offre de transport vers la vallée de la Lys est insatisfaisante. Beaucoup de perturbations sont à déplorer. La mobilité des PMR également n'est pas du tout assurée à 100%. Bus manquant de rampe entre Halluin et Bousbecq notamment. Il est observé également la promotion de l'usage du vélo. La ville d'Halluin souffre de l'absence d'un plan vélo efficace sur son territoire. Bon nombre de rues sont équipées aujourd'hui de voies cyclables, mais pas toutes, et il y a encore de gros efforts à faire de ce côté-là. Donc on souhaite un accompagnement pour la création et la sécurisation d'un schéma de cyclable halluinois, pour connecter efficacement les itinéraires vélos vers les communes voisines, Ronques, Neuville-en-Ferrain, le centre hospitalier de Dron à Tourcoing, Bousbecq et Lincel. Si vous les empruntez de temps en temps vous-même à vélo, vous allez vous rendre compte que c'est souvent assez dangereux. Et également, au niveau des voies cyclables qui existent, elles sont mal entretenues. On a beaucoup de déchets, je dirais, qui sont projetés par les véhicules. Et donc on se retrouve avec des voies, quand elles existent, qui sont encombrées de bouts de verre et autre chose, ce qui fait qu'on est amené à crever, ou finalement à rouler sur la voie pour éviter de crever. Donc il faut accompagner la commune dans les opérations de sensibilisation et d'éducation à l'usage du vélo. Entretenir les voies cyclables, c'est ce que je disais juste avant, du territoire communal et intercommunal. Il y a lieu de nettoyer et de retirer tous les objets dangereux pour les cyclistes. Cela permettra d'offrir un meilleur confort et une sécurité assurée. Ces interventions régulières éviteront des crevaisons indésirables. Concernant les trottinettes et les vélos électriques, la ville d'Halluin souhaite participer à l'appel à la manifestation d'intérêt, AMI, que lancera la MEL
en vue de proposer des locations de trottinettes et de vélos électriques sur la commune. Il y a également la promotion de la marche au niveau des mobilités douces vers une ville marchable. Là encore, c'est un peu comme le vélo, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a des fois de la difficulté à se déplacer sur le territoire, soit parce qu'au niveau des trottoirs, soit parce que simplement les voies sont très... encore une fois, il y a beaucoup de voitures. Et donc pour se sentir en sécurité, la ville d'Halluin souhaite un accompagnement vers un plan marche sur son territoire. Encourager la marche quotidienne, connecter les chemins de randonnée avec les communes voisines françaises et belges, promouvoir la marche en milieu scolaire et cartographier l'ensemble des circuits pédestres et des chemins de randonnée pour permettre une meilleure appropriation de ces lieux par le public. Suite à ça, également, pour la voiture, quand on n'a pas le choix d'utiliser la voiture, encore une fois pour différentes raisons, on peut aussi favoriser le covoiturage. Donc la promotion de l'aire de covoiturage. Depuis sa mise en place, l'aire de covoiturage du Ham n'est pas utilisée, ou très peu, par manque de communication et de sécurisation. Est-ce que vous savez où se trouve l'aire de covoiturage d'Halluin? Oui, tout le monde le sait. Elle est souvent vide. La raison, finalement, c'est qu'elle n'est pas très bien placée, mais comme c'est la MEL qui décide de son emplacement et que ça doit être sur un territoire MEL, c'est le seul endroit qu'ils aient trouvé à proximité d'Halluin. Donc néanmoins, la ville d'Halluin souhaite qu'un plan de communication ambitieux et opérationnel puisse être mis en place rapidement, en intégrant cette aire dans le schéma métropolitain et en la connectant avec celle de Vervic Sud. La ville souhaite la sécurisation de cette aire en y installant des caméras, mais aussi assurer un entretien durable afin qu'elle soit agréable et conviviale. Il faut promouvoir le covoiturage de proximité par des moyens divers et dématérialisés, type logiciel ou application, avec un accompagnement de la MEL. Également, la ville d'Halluin souhaite un accompagnement de la MEL en vue de réfléchir à la mise en place d'un centre-ville apaisé, permettant une sécurisation des piétons et des cyclistes. Cette ambiance urbaine permettra également de promouvoir le commerce dans le centre-ville et encore une fois les déplacements urbains propres. C'est très important de se dire, quand on se sent en sécurité, quand c'est agréable de marcher ou de faire du vélo, on a envie de marcher et de faire du vélo. Enfin, au niveau du tramway, même si aujourd'hui c'est pas tout à fait arrêté et que c'est pas fini, néanmoins la ville d'Halluin souhaite réaffirmer la volonté de voir le tramway arriver jusqu'à nos portes, jusqu'à notre territoire. Voilà, c'est tout. Donc il est demandé au conseil municipal de voter pour cette délibération et avec ces mesures à apporter. Merci. Merci, Monsieur Martinage. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Caron. Oui, je voulais poursuivre par rapport à ce que disait Nicolas. C'est vrai qu'à Halluin, on est quand même un petit peu la dernière roue du carrosse, on va dire, au niveau de la métropole en ce qui concerne les transports. Si aujourd'hui vous voulez aller à Lille et utiliser la mobilité douce, soit il faut faire preuve d'imagination, soit il faut avoir beaucoup de temps. Mais vraiment, vraiment beaucoup de temps. Donc aujourd'hui, aller d'Halluin jusque Lille sans prendre la voiture, c'est quand même extrêmement difficile. On a beaucoup plus d'accès aujourd'hui, alors il y a peut-être une réflexion à avoir. Il est beaucoup plus simple d'aller en Belgique en vélo, mais je pense que c'est beaucoup plus du fait des initiatives de nos voisins belges, parce qu'il y a quand même une dimension culturelle, c'est vrai que par rapport au vélo, il y a peut-être des leçons à prendre à côté. Ce serait bien peut-être que la MEL regarde effectivement ce qui peut se passer chez nos voisins belges, à mon sens, je pense. Et puis, ce qui est quand même difficile aussi, la mobilité douce à Halluin, notamment, c'est la cohabitation avec les poids lourds. Vous avez encore beaucoup trop de poids lourds qui passent aujourd'hui à Halluin. Je vous invite à vous balader le matin avenue du Port Fluvial. Je vous assure que c'est assez sidérant. Le chemin de Loisel, effectivement. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'en parle pas. Ici, je vois dans la délibération par rapport à la MEL, on ne fait pas état, donc, notamment des poids lourds. Alors, je sais qu'il y avait des aménagements qui étaient prévus, notamment dans la nouvelle zone d'activité, mais bon, on en a déjà discuté lors d'un précédent conseil, mais tout est lié. L'urbanisme, le plan d'urbanisme, le plan de l'habitat, le transport, tout est lié. Donc, il faut qu'on ait quand même une vision très transverse, si vous voulez, par rapport à cela. Donc, j'espère encore une fois que on ne sera pas toujours la dernière roue du carrosse et que c'est vrai qu'il y a une action métropolitaine à jouer à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a aussi à nous d'être très très persévérants et surtout vigilants. Je me permets de reprendre la parole suite à ce que tu viens de dire, Jean-François. Dans le côté ville apaisée, en fait, c'est vrai qu'on parle de centre-ville. On est obligé d'avoir des grands axes. Je sais que tu parles beaucoup de la rue de la Lys, mais c'est vrai qu'on est obligé avec les entreprises d'avoir des camions.
notamment aussi qui vont desservir les centres commerciaux que l'on a en périphérie d'Halluin. Maintenant, en dehors de ces grands axes, il me semble que toute la ville est interdite aux poids lourds, sauf vraiment exception. Maintenant, on se rend compte que des fois, même chemin du Loisel, un poids lourd est paumé. Voilà, il a pris le GPS ou on ne sait pas trop. Alors quand c'est un Belge, j'ai plus de doutes. Je pense que c'est pour prendre des raccourcis. Mais c'est vrai qu'on observe encore beaucoup trop de poids lourds en centre-ville ou des camions qui n'ont pas emprunté ces axes-là. Encore une fois, ça peut être un travail de la police municipale ou nationale. Et on peut aussi demander à la MEL un renforcement peut-être au niveau de la signalisation pour éviter vraiment d'avoir des camions en centre-ville. D'autres interventions? Madame Dardenne, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Moi, il y a juste le point 7. En ce qui concerne le tramway, réaffirmer la volonté de la ville de voir le tramway arriver sur son territoire. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec des Halluinois et des Halluinoises. Est-ce qu'éventuellement, vous pensez faire une concertation avec la population ou pas du tout? Bien sûr. C'est même c'est la base de la base, bien sûr. Je vais vous répondre directement sur le tramway, ensuite sur le reste. On a eu un tramway à Lyon. C'était avant-guerre, c'était avant-guerre, avant la Seconde Guerre mondiale. Mais on a eu un tramway à Lyon. On avait évoqué le coût, d'ailleurs, lors d'un précédent conseil municipal, d'un tramway. Et vous avez raison. Lorsqu'on regarde le SDIT, le schéma directeur des infrastructures de transport, eh bien la vallée de la Lys, la partie la plus au nord de la vallée de la Lys, c'est quasiment un désert. Il y a encore très peu de temps, il faut savoir qu'il y a des métiers en tension. On en parle beaucoup dans les actualités. Il n'y a pas que l'hôtellerie, il n'y a pas que le bâtiment. Les chauffeurs de bus, on a du mal à en trouver. Et Ilevia, actuellement, recrute et n'a pas suffisamment de chauffeurs de bus. Et ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire, c'est de supprimer la L91 Express. Alors, on est monté vraiment au créneau. Mon homologue de Ronc, je le remercie, lui aussi a défendu ce besoin en transport en commun. C'est arrivé au vice-président, Sébastien Leprêtre. Et enfin, on a remis en place cette L91 Express qui nous est si utile. C'est pas du luxe, la L91 Express. Je vais vous faire part d'une anecdote, mais d'une anecdote qui m'ennuie énormément, qui va dans le sens de l'intervention de Jean-François Caron, en tout cas le début de ton intervention. J'ai un cadre directeur qui quitte nos services. C'est un cadre qui habite à Lille, parce que tous les matins, parfois c'est 3/4 d'heure, 1 heure de route. Le soir, la 22, je ne sais pas si M. Eberlé était sur la 22 tout à l'heure, mais la 22 est complètement saturée. C'est de la perte de temps. Et pire, c'est de la pollution. Et donc maintenant, nous commençons à voir des personnes qui changent d'emploi. Donc cette personne a trouvé un emploi près de son habitation, tant mieux pour elle. Mais ça prouve bien qu'il y a des conséquences, y compris sur le fonctionnement de la ville d'Halluin. Aussi, nous montons fortement au créneau, notamment pour obtenir ce tramway. Mais avant ça, des BHNS, c'est-à-dire des bus à haut niveau de service. Cette délibération est essentielle parce qu'on évoque le transport en commun, on évoque la mobilité douce, c'est-à-dire piétonnière, le vélo, le covoiturage. Ce concept de ville apaisée, c'est ce que souhaitent les Halluinois et nous allons nous battre pour ça. Simplement, il faut savoir que tous ces travaux, ce sont des travaux de long terme. Dans le cadre de la réfection de la rue de Lille, qui est prévue d'ici 4 à 5 ans, la rue de Lille va être entièrement refaite. En tout cas, la partie qui va de l'avenue du Stade jusqu'à la frontière belge. Bon, tant mieux, c'est l'occasion d'avoir, je ne dirais pas l'équivalent des Champs-Élysées ou de la 5e avenue sur Halluin, mais en tout cas une très très belle voie structurante en cœur de ville.
La priorité, les piétons, on l'a dit, avoir une piste cyclable plutôt qu'une bande cyclable. Tu as entièrement raison dans ton intervention, Nicolas, et bien entretenu. Également, reverdir la rue de Lille avec des arbres. On sait très bien que nous avons, hélas, en raison du réchauffement climatique, des étés de plus en plus chauds. Et finalement, l'arbre, c'est la meilleure des climatisations. Voilà, c'est de l'ombrage. En même temps, des couloirs réservés au transport en commun. C'est un vrai sujet. Et n'oublions pas nos seniors, les personnes âgées, en y installant un banc tous les 200 mètres. C'est un vrai sujet, c'est un très gros projet qui va nous animer d'ailleurs durant quelques années avant sa réalisation. Et ça se fera, oui, Madame Derdenne, en concertation avec les riverains, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le tramway, il y a les travaux, il y a les inconvénients des travaux, il y a l'organisationnel et il y a surtout l'objectif qu'on se fixera tous ensemble. En prie, Nicolas. Je réinterviens un petit peu. Donc, à propos des arbres en ville, effectivement, c'est primordial. Alors pour plein de choses, hein, aussi pour forcément ça absorbe le carbone, c'est bon pour la biodiversité, mais il faut savoir que ça permet de faire baisser la température en centre-ville de 8 à 10 degrés. Donc c'est-à-dire que ça vaut vraiment de climatisation. Hein, quand on a des îlots de chaleur comme ça, quand tout est bétonné, que ce soit une façade, d'ailleurs tout le monde a déjà fait l'expérience de passer ou de toucher la façade de sa maison après une journée ensoleillée, ça rayonne énormément. C'est pareil pour le bitume. Là où il y a de l'ombrage, en fait, on va faire baisser cette zone de 8 à 10 degrés. Donc déjà, ça, c'est important. Et tout à l'heure, en termes de pistes cyclables, encore de voies cyclables, aujourd'hui, c'est plus des voies cyclables. On les partage beaucoup avec les véhicules, et notamment avec des bus sur Aluin. Je sais de source sûre par un mécanicien de Transpol que même si on voit des bus Ilevia qui tournent par chez nous, on est encore plus le parent pauvre, je dirais, du territoire, dans le sens où on récupère les vieux bus. C'est-à-dire que c'est la plupart des bus qui tournent chez nous sont des bus qui sont confiés à Keolis, parce qu'en fait, c'est sous-traité à Keolis, hein, même si c'est des bus Ilevia. Et souvent, on entend des bus qui sont très bruyants, ou même qui pétaradent. Moi, j'ai posé la question, pourquoi ces bus sont aussi bruyants et pourquoi ça pétarade? C'est par un manque d'entretien. En fait, il y a un manque d'entretien, c'est sous-traité par Keolis. Ils conduisent des bus Ilevia, mais des vieux bus qui sont encore diesel ou qui sont mal entretenus. Et donc, on est d'autant plus le parent pauvre, c'est qu'on n'a pas beaucoup de bus. Et les bus qu'on a par ici, en plus, polluent énormément. Et voilà, ça pollue la santé notamment des cyclistes qui partagent la voie et puis des piétons. Absolument. Merci Nicolas. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Héberlé, je vous en prie. Merci, monsieur le maire. C'est juste une petite parenthèse, je rebondis sur ce que vous avez dit, parce que des fois, il vaut mieux prévenir que guérir. J'espère juste que les futurs travaux dans la rue de Lille qui ne vont pas engendrer et ne vont pas tuer le commerce comme ça a pu le tuer à Tourcoing pendant les longues périodes de travaux. Je sais que vous y veillerez et que Sylvie Gilmet aussi y veillera. Merci. Je vous remercie. Vous avez entièrement raison. Et la question, ce sera de trouver justement des solutions alternatives, notamment en matière de stationnement. Car si les gens ne peuvent pas accéder à un commerce, forcément, c'est le chiffre d'affaires qui diminue. Et en même temps, les travaux, il faut qu'ils se fassent. Bon. Et là, ce sera un vrai challenge. Mais oui, non, mais c'est ça, quoi. C'est ça. Ou alors, il y a certains endroits, vous savez, où on travaille par demi-chaussée, mais finalement, c'est pas toujours une bonne solution. Je dis des cheveux, on est dans le Nord. Pourquoi? Parce que finalement, ça dure 2 fois plus longtemps, et quand on a une file qui est tantôt ouverte à la circulation ascendante ou descendante, c'est pas non plus une bonne solution. Mais oui, et ça se fera dans la concertation, alors doublement avec les commerçants. Ok. D'autres interventions? Non. Très pertinent, hein, le point qui a été soulevé, on en parle tout le temps, c'est évident, mais peut-être concernant les poids lourds. Tu es intervenu là-dessus. J'allais vous proposer de rajouter un 8e point, parce qu'on le remonte à la mail, mais je crois que c'est bien de l'écrire. Limiter la circulation de poids lourds dans le cœur de ville et améliorer la signalétique. Quand je mets améliorer la signalétique, c'est par exemple pour le chemin de Loisel,
C'est par exemple pour... Oui, je t'en prie. Sans faire de basse polémique, moi je dirais à la MEL tenir ses engagements. Je le répète. Concernant la zone d'activité, il y a une zone de contournement qui est prévue et qui éviterait effectivement des passages, je ne vais pas dire intempestifs, parce que je ne veux pas interdire aux uns et aux autres de travailler. Ce n'est pas ça la question. Mais la MEL s'est engagée à faire une voie de contournement au niveau de la zone d'activité qui n'est toujours pas faite. Aujourd'hui, c'est une impasse perdue au milieu de nulle part. Et normalement, cette voie est censée permettre donc, notamment à ces poids lourds donc, de contourner notamment la rue de la Lys pour pouvoir aller chez Gallo. Et ça, là, aujourd'hui, ben, ça ne bouge pas. Et c'est ça, monsieur le maire, si vous voulez concrètement. On peut toujours ajouter de multiples points des délibérations. Mais je pense qu'il faut que sur le sujet, encore une fois, je le répète, la MEL a voté, nous avons voté qu'elle tienne ses engagements. Ça fait pas de mal de le rappeler. Hein. Ça fait pas de mal de rappeler. Et mettre en place le contournement prévu délestant la rue de la Lys. Ok, c'est ce qu'on vous propose, point 8, concernant les poids lourds. Limiter la circulation des poids lourds dans le cœur de ville. Améliorer la signalétique et mettre en place le contournement prévu délestant la rue de la Lys. Ouais, je pense comme ça. D'autres interventions? Non. Qui vote pas favorablement donc à tout ceci? Unanimité. Je vous remercie grandement. C'était, si je ne me trompe pas, la dernière. Non, il y a l'habitat indigne. Marie-Paul Eblé, absolument. Oui. Délibération 14, la lutte contre l'habitat indigne, une convention de prestation de services qui vous est présentée par Marie-Paul. Merci Marie-Paul. Ça y est. Cette délibération, nous en avons voté l'équivalent l'an dernier. Alors, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire que la ville est engagée depuis 2008 avec la MEL pour lutter contre l'habitat indigne, contre la mise en location de logements indignes. Cette lutte a été renforcée dans le cadre de la loi Allure en 2014. Et pour cela, avec la MEL, il y a 3 outils qui ont été mis en place. Il y a l'autorisation préalable de mise en location, la déclaration de mise en location et l'autorisation préalable aux travaux de division. Les dossiers sont instruits par la ville. Et donc, le but de la convention, c'est de permettre à la ville d'être remboursée par la MEL suivant un genre de forfait. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'autorisation de diviser, 99,84 €, ça correspond, alors c'est un forfait qui a été établi, à 3 heures de travail d'un agent de la ville. L'autorisation préalable de mise en location, 49,92 €, ça correspond à 1h30 d'un agent de la ville. Et la déclaration de mise en location, c'est calculé sur 45 minutes. Bon, c'est un forfait, c'est une cote mal taillée. Cette convention est établie pour 3 ans, donc on n'aura plus besoin de la voter l'année prochaine. Et donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver cela. Je te remercie Marie-Paul. C'est un petit reste de pharyngite, je rassure tout le monde. Je me suis fait tester plusieurs fois. Ça n'est pas la Covid-19. Désolé, je suis pas en pleine forme à cause de cela. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Je sais que la lutte contre l'habitat indigne, c'est quelque chose qui nous anime tous. Je vous en remercie. Et en conséquence, qui vote ces délibérations? Unanimité. Cela n'étonnera personne. Donc là, c'était vraiment la dernière délibération. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et merci pour votre participation.